Donc aujourd'hui, je vais faire deux choses. Allô, allô, j'ai besoin de votre attention. Aujourd'hui, je vais faire deux choses. On va finir les plus courts chemins ensemble. Il y a encore deux algos à voir. Et on va faire les arbres couvrants de poids minimum, qui est ce que vous allez avoir à implémenter pour le premier TP. Le premier TP sera la semaine prochaine. Donc il faut que vous ameniez vos machines et il faut que vous ayez dessus de quoi faire du C. Donc un éditeur de texte et un compilateur de C, par exemple GCC. Okay. Voilà. Donc première chose, avant de commencer vraiment le cours d'aujourd'hui, donc la dernière fois il y avait la preuve du parcours en largeur qui n'avait pas été très fluide. On avait montré ça, on avait montré quand même que les sommets rentraient dans la pile à distance croissante, rentraient dans la file à distance croissante. Et j'avais voulu utiliser ça pour vous démontrer que l'algorithme était correct, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il affecte sa distance à un sommet, c'est vraiment la bonne distance. Okay. Donc à chaque fois qu'il affecte dist U, c'est vraiment la bonne distance depuis la source. Donc en fait j'avais essayé un petit peu de reprendre la structure de Dijkstra. Donc la preuve qui était écrite, elle était pas correcte, c'était pas une preuve. C'était peut-être correct, mais c'était pas une preuve. Là je vais vous en refaire une, mais ce que j'avais essayé de faire, c'était de suivre l'idée de la preuve de Dijkstra. Je pensais juste l'adapter. Pourquoi je voulais faire ça? Simplement, je voulais vous faire remarquer que BFS, c'est une exécution particulière de Dijkstra quand même. Parce qu'à chaque fois, on choisit le prochain sommet à explorer, c'est 1 de distance minimum, puisqu'on fait d'abord toute la couche de distance 1, tant qu'elle n'est pas finie, on choisit les sommets à distance 1, quand c'est fini, on choisit les sommets à distance 2, quand c'est fini les distances 2, on fait les distances 3. Donc en fait, ça, c'est un truc acceptable pour Dijkstra. Donc c'est un Dijkstra très particulier, mais un BFS, c'est encore une exécution possible de Dijkstra. C'est pour ça que j'aurais voulu utiliser la preuve de ça, mais en fait, c'était pas une bonne idée, et puis la preuve, la vraie, elle est plus facile. Donc si on suppose que ça se passe mal dans BFS, qu'à un moment donné, il y a un sommet V qui reçoit sa distance, mais qui n'est pas correcte. Comme on avait dit, la distance, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est jamais, jamais sous-estimée. Donc si elle n'est pas correcte, ça veut dire que la distance avec laquelle on l'a découvert, le sommet V, depuis le sommet U, comme ça, la distance avec laquelle on l'a découvert, elle est trop grande. En fait, il y a un chemin depuis la source qui est de distance plus courte. Okay. Et j'avais voulu considérer le dernier nom blanc ou je ne sais pas quoi. En fait, ce n'est pas la peine. Vous regardez celui juste avant V sur le chemin. Okay. On va l'appeler U'. D'accord. Comme ce chemin-là, je vais l'appeler P'. Comme le chemin P, et celui-là P. Comme P', il est plus court que P. D'accord. Ça veut dire que la distance de S à U', elle est plus courte que la distance de S à U. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, c'est fini. Du coup, ça veut dire que la U', comme sa distance elle est plus petite, il devrait être être noirci, d'accord, avant U. Donc en fait, si U', sa distance est strictement plus petite que U, il n'y a aucune raison que ce soit U qui découvre V. Ça devrait être U' qui découvre V. Okay. Donc voilà pourquoi la contradiction. Si on suppose qu'il y a un V pour lequel ça se passe mal, qu'il y a un plus court chemin, en fait il y a la contradiction avec le sommet d'avant sur le plus court chemin, parce qu'on a montré quand même avant qu'il faisait par couche de distance successive. D'accord. D'abord tous les sommets à distance 1 de la source, ensuite tous les sommets à distance 2, etc. Ok. Donc ça, c'est pour le correctif de la preuve précédente. Ok. Du coup, on va maintenant passer au cours d'aujourd'hui. Donc le cours d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je veux voir les deux derniers algorithmes de plus court chemin qu'on va voir ensemble. Et vous allez voir ce qu'ils ont de différent. C'est pas que les algos sont différents, c'est que ça résout des problèmes différents. C'est pour ça que je tiens quand même à ce qu'on le voit, même si je sais que beaucoup d'entre vous connaissent les plus courts chemins. Les deux algos, ils s'appellent Bellman-Ford et Floyd-Warsham. Donc, nouveau truc, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a fait deux choses.
On a résolu le problème des plus courts chemins pour les arcs qui ont un poids unitaire. D'accord ? Ce qui revient exactement à dire que les arcs ont tous le même poids. Et unitaire, c'est pas très important. Que les arcs aient tous poids 1 ou tous poids 10 000, s'ils ont tous le même poids, BFS. S'ils n'ont pas tous le même poids, mais que ce sont des poids positifs, Dijkstra. Et que faire s'il y a des poids négatifs ? S'il y a des poids négatifs, il y a des gens, au moins deux, Bellman et Ford, qui se sont cassés la tête pour faire un algo. Bon, heureusement, vous avez la chance, vous avez un des meilleurs enseignants du monde, n'ayant pas peur de le dire. Moi, j'ai trouvé une astuce pour gagner 3/4 d'heure de cours. Donc aujourd'hui, avec un peu de chance, on finit 3/4 d'heure en avance. Comment ? Ah oui, ça on pourrait juste, je le fais pas, je vous envoie le PDF. Non, regardez, j'ai une super astuce. Nous, on sait résoudre avec des poids positifs. Là, pas de chance, on m'a donné un graphe avec des poids négatifs. Okay ? Il y a certains poids qui sont négatifs, les autres sont peut-être positifs, il y en a peut-être à 0 d'ailleurs, pourquoi pas. Bon. Moi, j'ai une super idée, du coup, c'est que je ne vais pas garder ces poids négatifs. Je vais faire un truc pour que tous les poids deviennent positifs. Je regarde le plus petit des négatifs, c'est moins 4. Eh bien, c'est bon. J'ajoute 4 à tout le monde. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Et je me retrouve avec le nouveau graphe. Je vais essayer de le dessiner quand même. Paf. Comme ça, celui-là, il est passé à combien ? 7, 5, 3, 2, 9, 4. Pour l'instant, je le fais, je prends le droit là. 6. Donc, moi, je voulais faire les trucs depuis S. Voilà, c'est bon. Un graphe avec des poids positifs. Au revoir, Bellman Ford. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Parce que si on nous a mis 2 l'année dernière. Si on augmente par exemple par 1000, la différence entre les chemins, elle est minime. La différence entre les chemins, elle est minime, c'est-à-dire Par exemple, le chemin en haut à gauche et le chemin juste à droite, c'est 3 et 1. pour aller de S à où ? À tout à droite, là, c'est ça ? De S à tout à droite, par exemple. De S à tout à droite. On prend le chemin tout en haut. Celui-là. Donc, Ouais. sur cet exemple-là, ça fait 7, 5, 6. Donc, il y a peu de différence entre chacun de ces chemins. Ouais. Enfin, chacun des sommets, pardon. Mais sur l'exemple d'avant, ça fait 3, 1, 2. Et on voit qu'il y a, par exemple, x3, x2. C'est un ratio qui est différent. Ah, mais le ratio, ça me dérange pas trop, moi. Après, je sais qu'il faut enlever un truc. Par exemple, si le plus court chemin de S à... Alors, on va l'appeler, je sais pas, T. Si le plus court chemin de S à T, tu vois, il fait combien t'as dit qu'il faisait, là ? Il fait 11, il fait 18. Mais il est de longueur 3. Ben, j'enlève 3 x 4, 12. Voilà, il est de longueur 6, en vrai. Oui ? Il y a un problème de cycle négatif du coup, qui décrémente le chemin. J'ai fait des cycles négatifs, là ? 0, moins 4, 2. Ouais, c'est mal. Alors, attends, je vais orienter le truc. Parce qu'en effet, les cycles négatifs, on va en parler juste après. Donc, disons qu'il n'y ait pas de cycle négatif. Mon raisonnement, là, il est bon pour le coup. Il est béton. Okay, j'ai enlevé les cycles, là. Ils sont tous orientés de gauche à droite. Donc, ouais, en effet, il y a une blague avec les cycles négatifs, on voit juste après. C'était mon deuxième effet de manche. Tu me l'as cassé, mais c'est pas grave, il arrive dans 3/4 d'heure, personne ne s'en rappellera. Alors du coup c'est bon, je saute la partie Bellman Ford là. Non. Qu'est-ce qui va pas alors ? Je sais pas, on a eu 2. Qu'est-ce qui va pas ? Ah, je suis sûr que vous allez voir ça. Il y a un petit problème. Je pense que peut-être ça se voit pas sur cet exemple en fait. Donc sans le choisir, je l'ai bien choisi. Mais imaginez que ça soit comme ça. Alors, en fait, on va rajouter sur le nom d'arc, ça va rajouter plus que ce qui devient. Oui. J'ai fait un exemple pendant l'examen de l'année dernière qui m'a sauvé la vie, puis je ne me rappelle plus. Mais je sens que l'idée est encore là. Alors qu'est-ce qui peut mal se passer ? En fait, on va rajouter, par exemple, si c'était plus court, si par exemple le chemin à 3 arcs d'en dessous, sa valeur était plus courte que celui d'au-dessus,
Ouais. Si on rajoute plus 4, en fait, par le chemin d'en dessous, on rajoute plus 12, alors qu'au-dessus, on rajoute plus 8. Exactement. Le problème, là-dedans, c'était que tous les chemins de SAT n'ont pas la même longueur. Donc, il ne va pas tous leur arriver pareil. Ok, à tous les arcs, il arrive pareil, tous les arcs, ils prennent plus 4, mais du coup, le chemin qui est de longueur 2, il a pris plus 8, le chemin qui est de longueur 3, il a pris plus 12, et du coup, ils peuvent s'inverser vu qu'ils ne prennent pas la même augmentation. Donc là, l'exemple, c'est en effet si le plus long en nombre d'arcs est plus court, par exemple, je ne sais pas, moi, si je fais 3, 1, 2, ça fait 6, que celui d'en haut, je le fais plus long, je fais 4 et 3, ça fait 7. Quand je vais faire mon plus 4, lui, il va se retrouver à, lui qui est le plus long, il va se retrouver à 7 plus 4, il va se retrouver à 7 plus 8, il va se retrouver à 15. Et celui-là qui est à 6, mais lui, il va se prendre 3 augmentations de 4, il va se retrouver à 18. Et finalement, je vais dire, mais c'est celui-là le plus long, le plus court, il est là. Alors qu'en fait, dans le graphe original, c'est pas vrai. Celui-là, il est plus court, 7 par rapport à 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'augmenter sur chaque arc, c'est bien joli, mais comme les chemins, ils n'ont pas le même nombre d'arcs, ça distord. Ça ne les met pas à égalité, sur un pied d'égalité, tous les chemins. Donc ça peut inverser les relations de plus court, plus lent entre eux. Donc voilà pourquoi, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Et Bellman-Ford, ils avaient peut-être raison quand même d'y passer un peu de temps. Alors on va voir ce qu'ils proposent. Vous allez voir, c'est très très simple. Déjà, on va faire ce que tu as dit. Non, c'est pas du tout dans 3 quarts d'heure, c'est maintenant. On va faire ce que tu as dit. On va commencer par remarquer qu'il y a un problème avec les points négatifs. S'il y a des points négatifs, alors tu l'as dit de suite, s'il y a des cycles négatifs, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? Donc, on va devoir interdire les cycles négatifs. Quel est le problème avec les cycles négatifs et les plus courts chemins ? Ouais. Ça fait que le plus court chemin, du coup, il est 2 fois moins infini. Exactement. Est-ce que tu peux détailler un peu ce raisonnement ? S'il y a un cycle négatif, c'est-à-dire qu'on a un cycle dans lequel on réduit la somme des poids. Ouais. Et ce qui fait qu'on peut prendre ce cycle infiniment et pour avoir toujours moins, et du coup, ça finit jamais. Très bien. Donc, exemple, ici, si celui-là, je le mets de poids négatifs, par exemple, je mets 1, moins 2, 2 et moins 4, d'accord, il a poids moins 3. Le problème qu'il va y avoir, c'est que quand je vais aller de SAT, le plus court, alors moi je l'ai détaillé en 2, j'ai dit c'est plus des chemins simples. On n'a plus intérêt, avant évidemment que si vous voulez, on avait dit une fois d'ailleurs, quand il y avait des poids positifs dans Dijkstra, on avait dit évidemment le chemin le plus court entre 2 sommets, c'est un chemin simple, il ne repasse pas 2 fois par le même sommet, parce que s'il passe 2 fois par le même sommet, j'enlève la boucle et c'est plus court. Mais là c'est plus vrai, parce que la boucle elle est négative en poids. Donc en fait elle vous fait gagner. Quand vous faites le tour de la boucle, vous ne perdez pas du temps, vous gagnez du temps. Parce que vous sommez la longueur 1, moins 2, plus 2, moins 4, paf, ça fait un truc négatif, vous avez gagné. Donc en fait, la conséquence de ça, c'est d'une part, celui-là là, de chemin, il est plus court que celui-là. Donc les plus courts chemins, on voit bien qu'ils ne sont pas simples. Ils peuvent repasser 2 fois par le même sommet. Mais du coup, en fait, immédiatement, pire que ça, c'est qu'on s'aperçoit, mais alors pourquoi j'itère pas ? Si faire une fois le tour de la boucle, c'est plus court, ben je vais le faire 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Et le problème, c'est que carrément, le plus court chemin, ça n'est plus défini. C'est-à-dire qu'il y a toujours un chemin plus court que celui que vous me montrez. Vous me montrez un chemin de taille finie, même qui fait plein de fois la boucle, il le fait un nombre fini de fois. Ben je fais une fois de plus le tour de la boucle, et j'ai trouvé un chemin plus court. Donc il n'y a plus de plus court chemin, il n'y a plus de minimum absolu pour la longueur des chemins. Donc du coup, ça, si la notion de plus court chemin n'est même plus définie, je ne sais même pas ce que je dois retourner dans l'algo, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc on va exclure ce truc-là et on va d'emblée dire que nous, on travaille avec des graphes qui certes peuvent avoir des points négatifs, mais pas des cycles de points négatifs. Donc sur n'importe quel cycle du graphe, quand je somme les poids, je ne trouve jamais quelque chose de strictement négatif. Okay. Si je trouve 0, je n'ai pas intérêt à le faire. Ok. Du coup, il n'y a même plus de plus court chemin, c'est mal défini. Il faut interdire les cycles de points négatifs. Alors, pour ne pas s'embêter à reconnaître les cycles de points négatifs, je vais passer bien sûr en orienté. Donc, nouveau cadre, on est toujours dans les graphes orientés comme on avait fait avec Dijkstra. Ils sont pondérés avec des points négatifs, mais attention, on ne peut pas trouver dedans des cycles de points négatifs, des circuits orientés de points négatifs, il n'y en a pas. Exemple, ça. Là-dedans, il y a des points négatifs, même des poids très négatifs. Par exemple, il y a ça. Mais si je ne me suis pas manqué, vous ne pouvez pas faire un cycle de points négatifs. Par exemple, si j'essaye de faire un cycle qui va revenir à M,
en partant de Q, là. De Q, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, mais là, je suis bloqué. C'est un cul-de-sac. Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, mais là, je suis bloqué, c'est un cul-de-sac. Donc, par exemple, il n'y a pas de cycle qui contient ça. Okay. Le moins 4, par exemple, là, le moins 4, il est dans un cycle peut-être. Moins 4, 2, 3. Ouais, mais ça fait 1 en tout. Donc, ce n'est pas de poids négatif. OK. Donc, voilà. Donc, on travaille avec des cycles, avec des graphes qui ont des poids négatifs, mais pas de cycle de poids négatifs. Et dans ce cas-là, on peut faire un algorithme, mais alors qui est très simple. La complexité, du coup, elle n'est pas extraordinaire. Mais en fait, on va voir pourquoi c'est pas la peine de se battre pour faire beaucoup mieux. C'est pas évident. Donc cet algo, ce qui est super, c'est qu'à la fois il résout le problème, il trouve les plus courts chemins dans ce cadre-là, et en plus, il vous vérifie qu'il n'y avait vraiment pas de cycle de poids négatif. Parce que ça, c'est pas un truc facile à vérifier a priori, d'accord ? Il faudrait faire un algo esprit justement pour vérifier s'il y a des cycles de poids négatifs. Ça, c'est pas évident de vérifier s'il y a des cycles de poids négatifs. D'ailleurs, je ne connais pas de meilleur truc que ça. Donc cet algo, il fait deux choses. Il calcule les plus courts chemins. Ici, plus court chemin. Et ici, il vérifie qu'il n'y avait vraiment pas de cycle. S'il trouve qu'il y avait des cycles, il le dit. Cycle de poids négatif. Vérifie pas de cycle négatif. OK ? Donc il est en deux temps. D'abord, il travaille à l'aveugle. Il calcule les plus courts chemins comme si tout était bien. Et ensuite, il vérifie que ouais, tout était vraiment bien. Et si tout n'était pas vraiment bien, il crie, il dit « Ah non, mais du coup, ce que j'ai fait avant, ce n'est pas les plus courts chemins parce qu'il y a des cycles de poids négatifs. » Ok, on va voir comment il fait ça. Simplicité à l'extrême. Qu'est-ce que je vous fais remarquer en premier ? D'abord, je vous montre ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est toujours pareil. Cette opération-là, j'espère que vous l'avez retenue parce que je ne l'ai pas trop mis en avant dans la façon dont j'ai fait les choses jusqu'à maintenant dans Dijkstra. Cette opération, elle est fondamentale, ça s'appelle la relaxation d'arête. Donc relâcher une arête UV, c'est faire exactement ça. C'est regarder si la distance de V, elle est plus grande que ce que je connais pour U plus l'arc UV, c'est-à-dire si je gagne à passer par U plus l'arc UV par rapport à ce que je connaissais avant, alors je court-circuite comme ça. Okay ? Ça, c'est la relaxation. Dijkstra, il fait que ça. Il fait que des relaxations en choisissant bien le sommet à partir duquel il le fait. Il prend toujours le sommet gris de distance minimum par rapport à S et il relâche tous ses arcs sortants. Pas qu'un seul, tous les arcs sortants. Donc là, Bellman-Ford, il fait des relaxations aussi. Et vous allez voir comment il les fait. Il les fait, mais alors brute force. Donc ça, c'est pas très intéressant. C'est ce qu'il fait d'habitude. C'est au départ, tous les sommets ont une distance infinie sauf S. Et au départ, personne n'a de paire dans l'arbre de plus court chemin. On est en train de construire l'arbre de plus court chemin. Qu'est-ce qu'il fait, Bellman-Ford ? Il fait un truc n-1 fois. Donc le cas, là, il ne joue pas de rôle. Le cas, c'est juste une itération. On fait n-1 fois ce truc-là. Okay ? Donc on va faire n-1 fois, où n, c'est le nombre de sommets, bien sûr, ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi ? C'est je passe sur toutes les arêtes du graphe et je les relâche. Relax, U de V, pour toutes les arêtes du graphe dans n'importe quel ordre. Pas la peine de chercher un ordre malin, un ordre qui suit des chemins qui partent de la source. Non, vous pouvez prendre d'abord à la fin du graphe, de l'autre côté, au milieu. Il fait n'importe quoi. Il les relâche toutes. Une fois qu'il l'a fait, il le refait encore une fois, 2 fois. 3 fois, je les relâche toutes. 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à n-1 fois. Quand il les a relâchés n-1 fois, il dit « c'est bon, j'ai les plus courts chemins ». S'il n'y a pas de cycle de poids négatif, ce qu'il vérifie juste après. Okay ? Donc on va montrer que ça, c'est valide déjà. On va montrer que c'est valide et après, en fait, c'est comme ça que je vais faire. Et après, si j'oublie, vous me le dites, je vous montrerai pourquoi on ne peut pas trop espérer faire mieux, en fait. Où se situe le besoin de faire ça quand il y a des points négatifs. Parce que je vous rappelle que c'est la première fois qu'on fait des points négatifs. Donc ce que je veux vous justifier à la fin, c'est quand on va trouver un algo dont la complexité, bon on la voit de suite, la complexité, on fait n fois un parcours des m arêtes. Donc la complexité c'est nm de cet algo. Ce qui est beaucoup plus gros que Dijkstra. Dijkstra c'était presque linéaire. C'était m plus une bricole avec du log n. D'accord ? Donc là on vient quand même de prendre un facteur n dans la vue. C'est cher payé juste pour introduire des points négatifs. Je vais essayer de vous justifier à la fin qu'en fait les points négatifs, ça met vraiment le bazar.
dans ce qu'on doit calculer pour les plus courts chemins et que ce n'est pas aberrant d'augmenter la complexité de l'algo à ce point-là. Ok, d'abord, avant de faire ça, le truc de compréhension plus générale à la fin, regardons bêtement, syntaxiquement, que ce truc-là est correct. Première chose, donc je ne vais pas faire d'exemple d'exécution, en tout cas, si j'avais voulu faire un exemple d'exécution, il n'aurait pas fallu que je choisisse un truc aussi compliqué. On va déjà montrer que s'il n'y a pas de cycle de points négatifs, donc là je suppose qu'il n'y en a pas, si le graphe qu'on m'a donné en entrée ne contient réellement pas de cycle de points négatifs, on va montrer que la première partie de l'algo elle est correcte. Elle calcule les distances correctement, okay, depuis la source. Après n-1 itération de tout relâcher les arêtes. Ok, alors comment est-ce qu'on montre ça? D'abord, après les n-1 itérations de la boucle, donc la boucle ligne 6, c'est la boucle principale. Hein. Okay. Donc après, je prétends qu'après les n-1 itérations de la boucle, tous les sommets accessibles ont reçu une distance finie. Ils sont tous partis avec distance infinie, mais quand j'itère, n-1 fois, ils vont tous recevoir une distance finie. Pourquoi? Parce que dans la première itération, déjà, tous ceux qui sont voisins sortant de la source reçoivent une distance finie. Okay. Ensuite, tous ceux qui sont voisins des voisins sortants reçoivent une distance finie dans la deuxième itération. Quel que soit l'ordre dans lequel vous faites les relaxations d'arête, ça n'a pas d'importance. Okay, c'est juste qu'à un moment donné, de toute façon, vous savez que dans la première itération, vous avez relâché cette arête-là. Donc lui, là, il vient d'avoir une distance finie. Parce que là, sur les arcs, je suppose qu'il y a une distance finie. Donc distance de U, là, elle est finie. Et puis, après, je ne sais pas dans quel ordre ça se passe, mais un jour, lui, son voisin sortant, je vais l'appeler V, là, elle va se faire relâcher aussi dans la deuxième itération. Je me moque de savoir si c'est au début, à la fin, etc. En tout cas, c'est après la première itération où j'ai relâché celle-là. Donc quand celle-là, elle se fait relâcher, ben, lui aussi, il récupère une distance finie. Parce que lui, jusqu'à maintenant, il avait l'infini, mais il voit que passer par U, c'est beaucoup mieux. D'accord? Parce que ça lui fait 2 plus la distance de U. Voilà. Donc en fait, ça, c'est peut-être une banalité pour vous, mais c'est juste pour dire que tous les sommets accessibles, après n-1 itération, bien sûr qu'ils vont avoir une distance finie, parce que s'ils sont accessibles, c'est par un chemin de longueur au plus n-1. Il y a au plus n-1 arête sur le chemin dans un graphe de longueur n. Pourquoi? Là, l'hypothèse, elle joue un rôle. Parce que ça ne sert à rien de boucler. D'accord? Donc je le fais que pour les chemins simples, ceux qui vont me donner les distances. Oui. Non, attendez, là, j'ai... Bonjour. Là, j'ai dit une bêtise, en fait, ça ne joue pas de rôle, l'hypothèse. De toute façon, qu'il y ait des cycles de points négatifs ou pas, s'il y a un chemin dans un graphe, il y a un chemin simple. Et un chemin simple, il ne repasse pas 2 fois par le même sommet, donc il visite au plus tous les sommets, donc il a au plus n-1 arête. Pardon, l'hypothèse, elle ne joue pas du tout, ici, je dis n'importe quoi. Okay. Si vous avez un chemin entre 2 sommets dans le graphe, c'est-à-dire si le deuxième est accessible depuis le premier, vous savez qu'il est accessible en particulier par un chemin simple. S'il y avait des boucles au milieu, vous pouvez les enlever. Il est toujours accessible. Et du coup, il est accessible toujours par un chemin de longueur au plus n-1. Donc du coup, tous ceux qui sont accessibles après n-1 itération, ils ont tous une distance finie. C'est un peu une banalité. Le deuxième truc, qu'on a déjà dit 5 fois aussi, donc je ne vais pas m'y appesantir dessus, c'est que toutes les distances affectées dans l'algo correspondent à un chemin qui existe, qui n'est peut-être pas le plus court, mais qui existe. Ça veut dire à chaque fois que je fais une relaxation de U à V, jusqu'à maintenant, la distance de U, c'était un truc qui était possible à faire depuis S pour aller à U. Donc quand je relâche UV, je dis, mais si je veux, je peux aller à V en passant par U, c'est encore un chemin possible. Okay? Donc à chaque fois que j'affecte une distance à un sommet, c'est peut-être pas la plus courte, mais c'est la longueur d'un vrai chemin qui existe dans le graphe. C'est pas un truc bidon sorti du chapeau. Et c'est pour ça d'ailleurs que les distances, elles sont jamais sous-estimées. Parce que pour les sous-estimer, il faudrait qu'elles correspondent à des chemins qui n'existent pas. Il n'y a que des chemins plus longs que le chemin plus court. Ok, donc on a ces 2 propriétés de base. Du coup, petit lemme, c'était celui-là, je ne l'ai pas énoncé. Ah ben si, c'est quoi ça? C'est de dire que la première partie de l'algo est correcte. Si G n'a pas de cycle de points négatifs qui est accessible depuis S. Donc en fait, là, je relâche un peu, je montre un truc plus fort. Je ne dis pas carrément qu'il n'a pas de cycle négatif.
Je dis, il n'y en a pas de cycle négatif où je peux aller depuis S. Parce que s'il y a des cycles négatifs, mais que je peux pas y aller depuis S, ça me fait une belle jambe, ça m'altère pas le... Je peux m'en contenter. Vous partez de S, ok ? Il y a des trucs qui sont accessibles depuis S, et puis il y a des trucs qui ne le sont pas. Parce que le graphe est orienté. Okay ? Les trucs qui ne le sont pas, c'est les trucs qui peuvent aller, peut-être, on va supposer qu'il est connexe, pas fortement, mais qu'il est connexe. Donc vous avez des trucs qui peuvent aller vers S, mais dans lequel S ne peut pas aller. Si là-dedans, vous avez des cycles de points négatifs, ça vous fait une belle jambe. L'algo, il s'exécute quand même nickel à partir de S, puisque de toute façon, il ne va pas explorer tout ce qui n'est pas accessible depuis S. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on peut relâcher un peu l'hypothèse et dire, moi je fais le parcours pas de G à partir de n'importe quel sommet, je fais le parcours de G à partir de S. Donc si dans ce qui est accessible depuis S, il n'y a pas de cycle de points négatifs, Bellman-Ford c'est correct. Donc c'est ça que ça dit. S'il n'y a pas de cycle de points négatifs accessible depuis S, alors, après avoir fait les n-1 itérations de ma boucle, je peux être tranquille que j'ai la bonne distance. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Donc on a montré ces deux petites propriétés de base, et on va pouvoir faire la preuve du coup de ce truc-là. Donc je prends un sommet U qui est accessible depuis S, et je dis que comme il n'y a pas de cycle de points négatifs qui est accessible depuis S, il y a je prends un plus court chemin de S à U, d'accord, donc U c'est UK. Je prends un plus court chemin de S à U. Ce plus court chemin, il est simple, puisqu'il n'y a pas de cycle négatif accessible depuis S. Et tout le plus court chemin, là, tout ce chemin, il est accessible depuis S. Donc, il existe un plus court chemin, et ce plus court chemin est forcément simple. Okay ? Du coup, je vais regarder juste ce qui s'est passé sur lui pour les relaxations successives, et vous allez voir que lui, il suffit, en fait. Les relaxations successives, je ne veux pas savoir, mais je sais que lui, il a au plus n-1 arête, ce plus court chemin, puisqu'il est simple. Tous les chemins simples ont au plus n-1 arête, ce que j'ai dit au début. Parce qu'ils ne repassent pas deux fois par le même sommet, donc ils voient au plus les n sommets, c'est-à-dire n-1 arête, pour voir les n sommets. Du coup, ça veut dire qu'après la première itération, lui, là, l'arc SU1, il s'est fait relâcher. Donc U1, il a sa distance correcte, quel que soit l'ordre de la première série de relaxations en passant sur tous les arcs. Dans la deuxième, l'arc U1, U2 s'est fait relâcher, mais U1 avait déjà sa distance correcte. Donc du coup, quand je relâche U1, U2 et que U1 a sa distance correcte, U2, il a sa distance correcte. Oui, parce que ça, comme c'est un plus court chemin, vous vous rappelez que tous les sous-chemins d'un plus court chemin sont des plus courts chemins. Donc par exemple, SU1, U2, c'est bien un plus court chemin pour aller à U2. Et ainsi de suite, après 3 itérations, U3, il a forcément sa distance correcte, etc. Après I itération, la distance de UI, elle est correcte. Donc après K itération, avec K inférieur ou égal à N-1, la distance de UK, elle est correcte. Et UK, c'est U. Okay. Donc voilà pourquoi, pour n'importe quel sommet U accessible, après N-1 itération, il y a eu des relâchements d'arête le long d'un chemin. Je ne veux pas savoir dans quel ordre. Je suis sûr qu'à la première itération, au moins le premier a eu sa bonne distance. À la deuxième itération, au moins le deuxième a eu sa bonne distance, etc. Remarquez, pour pas que ça vous paraisse magique, remarquez qu'en vrai, ça peut aller beaucoup plus vite. Puisque si, par chance, je relaxe à la première itération, si je relaxe les arcs, d'abord SU1, plus tard U1, U2, plus tard U2, U3, en une seule itération, elle est correcte, la distance de UK. Okay, si je fais ça tout le long du chemin. Mais on ne peut pas maîtriser ça. On a dit on les relâche dans n'importe quel ordre. Pourquoi on a dit ça ? Parce que ce qui est bon pour un chemin ne va pas forcément être bon pour l'autre. Donc si vous essayez de trouver un ordre plus malin sur les arcs dans lesquels les relâcher, en fait, il y a des chemins pour lesquels ça va être bon et des chemins pour lesquels ça ne va pas être bon. Donc ce n'est pas la peine de trop rentrer dans le détail. On ne rentre pas du tout dans le détail. On fait brute force. Je relâche tous les arcs une fois, deux fois, trois fois, n-1 une fois. Tout le monde est bon. Ok ? Mais bien sûr que ça peut aller beaucoup plus vite. Alors, c'est peut-être le moment de vous montrer pourquoi, puisque ça peut aller beaucoup plus vite, pourquoi on ne se bat pas pour essayer de faire un algo avec une meilleure complexité. Je vais essayer de vous faire un exemple qui montre ça. Imaginez que vous ayez un truc comme ça. Un graphe qui est comme ça.
Je le parcours depuis S. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Allez, je fais un court-circuit, j'en saute un. Hop, je vais le faire en rouge celui-là. C'est mon côté pédagogique. Et je vais mettre un poids à tout le monde, je peux faire un poids 1. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il va faire l'algo là, de Bellman-Ford ? Peut-être il est un peu lourdeau parce qu'il va relâcher tous les arcs, peut-être pas dans le bon sens. Mais je vais vous montrer qu'en fait, il y a quand même un truc pour lequel il faut itérer. Celui-là, il a poids moins 10 000. Ok ? Non, ça va pas parce que ça va faire un cycle de poids négatif. Non, ça ne fait pas de cycle. C'est bon. Il n'y a pas de cycle comme ça. Donc du coup, quel est le problème ? C'est que l'algo, il commence à explorer, à relâcher les trucs, d'accord ? Dans un ordre plus ou moins heureux pour lui. Mais il va trouver assez rapido que toi, tu es à distance 1, toi, tu es à distance 2, toi, tu es à distance 3, 4, pareil ici, 2, 3, 4, etc. Donc ça, mettons qu'il ait fait déjà pas mal d'itérations. Peut-être il n'a pas eu de chance, il a dû faire une itération pour chaque arc. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a fait ses 8 itérations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est content, il en est là. Okay. Il est avec le type à distance 8 ici. Et là, il arrive au bout. Donc il continue. Il dit 9, 10, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? C'est qu'à un moment donné, quand il va arriver là, il va trouver un raccourci de folie. Il va trouver que lui, il va dire, excuse-moi, je me suis trompé, toi, tu n'es pas à distance 2. Toi, tu es à distance moins 9998. Ah, mais attends, alors du coup, ça change un peu pour toi. Toi, tu n'es pas à distance 3, tu es à distance moins 9997. Et toi, du coup, tu es à distance moins 9996. Voilà pourquoi, en fait, le problème des poids négatifs, c'est que quand ils sont découverts, ils remettent en question la distance du sommet là, sur lequel ils arrivent, et du coup, ils la remettent en question potentiellement gravement, et il faut reparcourir à partir de lui. Lui, on pensait que son cas il était réglé à la deuxième itération. En fait, non, il est réglé qu'après 15 itérations, et il faut recommencer à propager le long de tout le monde la modification qui vient d'être faite pour lui. Donc voilà pourquoi... Je ne dis pas que c'est une preuve que la meilleure complexité c'est NM, hein, je ne suis même pas sûr de ça. Mais voilà pourquoi on ne peut pas non plus reprocher à l'algo de Bellman-Ford d'être trop laxiste ou trop bête dans la façon dont il applique les relaxations. En fait, on peut avoir à faire beaucoup de nouvelles relaxations une fois qu'on a découvert un seul arc négatif. Okay. Donc voilà pourquoi, au lieu de le faire, dit autrement, là ici, moi j'aurais pensé qu'en faisant un nombre de relaxations égal à la longueur de ce machin-là, c'était réglé. Mais en fait, non. Je suis obligé de faire la longueur de ce machin-là plus la longueur de ce machin-là, c'est-à-dire n. Là, hein. Là, j'en refais n-1 là, dans le cas. Ok. Donc, il ne nous manque plus qu'un truc à prouver. J'espère que c'est le slide d'après. Oui. Il faut montrer maintenant que la phase de vérification, la deuxième partie de l'algo, elle est correcte. Qu'elle retourne cycle de poids négatif si et seulement si il y a un cycle de poids négatif. Alors peut-être du coup on devrait regarder comment elle fait pour détecter qu'il y a un point négatif, parce qu'on n'a pas encore regardé. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle refait un round de relaxation. Elle refait une passe sur tous les arcs, elle les relâche tous. Et elle dit, s'il y en a un seul pour laquelle la relaxation est effective, si la relaxation elle fait encore gagner un truc strictement, alors il y a un cycle. S'il n'y a pas de cycle de poids négatif, après n-1 passe, je ne dois plus rien gagner. Si je regagne, c'est qu'en fait, il y a un endroit où ça boucle et je vais gagner indéfiniment. D'accord ? On va prouver ça de manière formellement, mais intuitivement, j'espère que vous le sentez, que quand vous avez fait n-1 fois, vous êtes arrivé au bout du graphe. Si ça ne cycle pas de manière négative, c'est fini, tout le monde a reçu sa distance correcte le long d'un plus court chemin simple. Le problème, si vous refaites une relaxation et que vous trouvez « Ah non, je peux encore améliorer », c'est parce qu'il y a forcément un endroit où ça reboucle et que c'est négatif. Alors, on va le montrer de façon formelle. Vous allez voir, c'est pas dur. De toute façon, mon ambition, c'est d'essayer de vous montrer des algos utiles, si possible jolis, sans jamais faire de choses difficiles. Ou trop difficiles, en tout cas.
Donc on va montrer le premier sens. S'il n'y a pas de cycle de points négatifs, alors quand je refais la passe, je trouve que le test de relaxation est toujours faux. C'est impossible de faire une relaxation qui soit effective. Pourquoi ça ? Parce que s'il n'a pas de cycle de points négatifs accessible depuis S, du coup, d'après ce qu'on a déjà montré, tous les sommets, s'il n'y a pas de cycle de points négatifs, et là je suppose ça, tous les sommets ont reçu leur distance correcte. Et du coup, s'ils ont leur distance correcte, la relaxation, elle ne peut pas marcher parce qu'elle est contraire à l'inégalité triangulaire sur les distances. C'est-à-dire que la relaxation, elle dit que pour aller de S à V, si la relaxation elle marche, ça veut dire que pour aller de S à V, c'est plus long que pour aller de S à U puis de U à V. Non, l'inégalité triangulaire, d'accord, les distances dans un graphe, c'est des vraies distances, ça vérifie que, bien sûr, que la distance de S à V, c'est toujours plus court que de faire SU puis UV. De mettre une gare intermédiaire quelque part, ça ne peut pas vous raccourcir le trajet. Donc, si les distances sont calculées correctement, comme on l'a montré dans la première partie, la relaxation, elle ne peut pas marcher, parce que ça, c'est vérifié pour tous les arcs, par inégalité triangulaire. Je vous rappelle qu'on a montré que s'il n'y a pas de cycle de points négatifs accessible depuis S, les distances sont correctes. Donc, elles vérifient l'inégalité triangulaire. Donc, pas de relaxation effective possible. A l'inverse, si je m'aperçois que, là c'est un peu plus difficile à montrer, si je m'aperçois que j'essaye de faire toutes les relaxations, il n'y en a aucune qui marche, comment conclure qu'il n'y a pas de cycle de points négatifs ? Supposons, par l'absurde, qu'il y en ait un. Supposons que j'ai un cycle C de points négatifs accessibles depuis S. Donc ça veut dire que pour tous les arcs de C, il n'y a aucune relaxation qui a marché. Donc j'ai toujours ça, pour tous les arcs UV. D'accord ? Je vais sommer ce truc-là sur tous les arcs UV, sur tous les arcs de C. Donc je prends l'inégalité pour celui-là, plus l'inégalité pour celui-là, plus l'inégalité pour celui-là. Je somme tout. Avec quoi je me retrouve ? Je me retrouve de ce côté ici, avec la somme des distances pour tous les sommets du cycle. Ici, là, pour le U, c'est pareil. C'est tous les sommets précédents, mais je fais le tour du cycle. Donc je vais encore une fois passer sur tous les sommets. Donc ici, je me retrouve avec la somme des distances pour tous les sommets du cycle. Et ici, quand j'ai fait ça pour tous les arcs du cycle, je me retrouve avec la somme des poids des arcs du cycle. Donc exactement le truc dont je veux savoir, est-ce que ça c'est négatif ou pas. Et regardez ce que j'ai. J'ai la somme des distances de ce côté, la somme des distances de tous les sommets, encore une fois, de ce côté. Donc ça, c'est égal. Je l'enlève, ça fait 0, 0. Et je trouve que ce machin-là, c'est supérieur ou égal à 0. Ok ? Donc en fait, si sur un cycle, il n'y a aucune relaxation qui marche, je peux montrer que le cycle il a poids positif. Okay ? En sommant les distances le long de tous les arcs du cycle. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Sinon, je peux le refaire une fois en bougeant plus fort ou en mettant plus de stylos sur le transparent. Des fois, ça marche. Ça va ? Ça vous paraît raisonnable ? Si vous n'êtes pas 100% sûr du coup, vous le reprenez à tête reposée. Le seul truc à voir, c'est que des deux côtés, on obtient bien, c'est le seul truc à voir, c'est que des deux côtés, on obtient bien la somme des distances pour tous les sommets du cycle. Alors peut-être on le voyait mieux sur mon cycle. Quand je somme sur tous les arcs, je vais sommer les distances du premier et je vais à gauche, je vais sommer les distances du deuxième à gauche et les distances du premier à droite. Et quand je fais tourner, après je vais sommer celle-là à gauche et à droite et celle-là à gauche, etc. Donc en fait, quand je le fais pour tous les arcs, voilà. Et tout le monde va participer une fois à gauche, une fois à droite, quand je fais le tour du cycle. Donc je reviens, le dernier que je fais, c'est là. Ok. Complexité de l'algorithme, on l'a déjà dit, c'est NM. Et on a même donné une idée de pourquoi c'est quand même raisonnable de venir sur des complexités aussi grosses. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Il y a à retenir que finalement, rajouter des arcs de poids négatifs, c'est pas si simple du tout, parce que, ok, l'algo il est très simple, mais il a une complexité beaucoup plus importante. Donc ce que je veux dire, c'est que résoudre le problème avec les points négatifs, en termes de complexité, c'est beaucoup plus cher. Donc rajouter des points négatifs, même s'ils évitent de faire des cycles négatifs, c'est pas anodin. Ok ?
Pas de questions sur cette partie-là? On va essayer de faire la deuxième aussi rapidement. Alors, graphe orienté pondéré sans cycle de points négatifs. Mais attendez, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui a changé? On peut jouer au jeu des 7 différences sur les transparences si je remets celui d'avant. Maintenant, je ne le veux plus à origine unique. Je veux résoudre le problème entre toutes les paires. Je veux pour tout couple UV le plus court chemin de UAV. Pas uniquement les plus courts chemins de U au reste du monde. Je veux tout le monde contre tout le monde. Est-ce que je peux gagner en complexité? C'est un peu ça l'enjeu. Hein, parce que sinon, ok, peut-être c'est mon transparent d'après, non, peut-être pas. Sinon, on sait faire. Moi, je sais faire déjà ce problème. Je fais n fois Dijkstra. Okay, je fais Dijkstra depuis toutes les sources, ben voilà, j'ai résolu le problème. Donc là, l'enjeu, c'est juste sur la complexité. Okay, donc s'ils sont poids positif unitaire, je fais n fois BFS. Poids positif, mais pas unitaire, je fais n fois Dijkstra, j'obtiens cette complexité. Si je veux être autorisé à avoir des arcs de poids négatifs, je fais n fois Bellman-Ford. Ça commence à coûter, n carré m, mais c'est bon, le problème, je sais le résoudre. En temps polynomial, raisonnable. Inimplémentable sur des gros graphes, mais raisonnable. Donc là, on va se battre un petit peu, hein, pas très fort, ne vous inquiétez pas, sur la complexité. Uniquement. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est pas un peu idiot de tout recalculer depuis chaque source? Est-ce que je peux pas un peu mutualiser des calculs pour que quand je veux, entre toutes paires, je vais faire un truc mieux que n carré m? C'est n carré m, là, pour les poids avec des poids négatifs. Bon, on va faire un peu mieux. On va changer le m en n. On va faire n cube. Avec un algo très simple et qui utilise la programmation dynamique. C'est le deuxième exemple de programmation dynamique qu'on va voir dans le cours. Donc, juste pour qu'on soit d'accord sur quoi on part, plus court chemin entre toutes les paires. Donc, on est sur des graphes orientés qui sont pondérés, possiblement négativement, mais il n'y a pas de cycle de poids négatif. Et cette fois, je ne vais pas le vérifier. Donc, il faut que ça soit vérifié au préalable, éventuellement en appliquant Bellman-Ford. Une fois. Mon entrée. Donc, on vient de dire ce que c'était. Alors là, je vais changer un peu un truc. Je vais prendre G, qui est représenté par sa matrice d'adjacence. Je ne prends jamais ça, d'habitude. Et je prends toujours les listes d'adjacence. Là, je vais le prendre représenté par sa matrice d'adjacence. Je vais vous dire la raison, c'est que l'algo, il va tirer profit de ça, il va fonctionner sur les matrices. Ça va être des itérations sur des matrices. C'est ça la programmation dynamique. Ok, pourquoi est-ce que je peux me le permettre? Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de le faire. C'est parce que j'ai envie d'utiliser la représentation matricielle pour faire le calcul simplement. Pourquoi est-ce que je peux me permettre de le faire en termes de complexité? D'habitude, on ne peut pas. C'est le fait que je viens de changer le problème là. Je veux le plus court. Non, c'est le fait d'avoir toutes les paires. Il y en a combien de paires? De l'ordre de... n carré à peu près. Okay, il y en a à peu près n carré des paires. C'est tous les couples de sommets. Donc il y en a n fois n-1 sur 2. Donc moi je veux une sortie qui me dise la distance, au moins la distance, j'aimerais bien un plus court chemin, hein, mais au moins la distance entre toutes paires. Donc il y a n carré paire, donc je ne peux pas faire mieux que donner une matrice de distance, au moins ça. Donc en fait la sortie déjà elle va avoir taille n carré. Donc je ne perds pas de temps. Donc l'algo du coup va avoir une complexité temporelle au moins de n carré, et du coup je ne perds pas de temps de passer par la matrice. Même si vous me donnez les listes, je peux prendre le temps en temps n carré d'en faire la matrice si j'ai envie. Parce que de toute façon je n'ai pas d'ambition de faire un truc mieux que n carré pour la complexité totale de l'algo. Donc ce n'est pas une perte de temps. Voilà pourquoi on peut se le permettre. Et la raison pour laquelle on va le faire, vous allez voir, c'est parce que la programmation dynamique appliquée sur ces matrices qu'on va faire, elle se passe bien.
Donc la sortie, c'est que je voudrais avoir la distance pour tous les couples UV. D'ailleurs, regardez, j'ai même pas changé le transparent depuis les plus courts chemins à origine unique. C'est distance UV, pas distance SU. Je veux la distance UV pour tous les couples de sommets UV. Donc je voudrais une matrice de distance. Et puis même, j'aimerais bien avoir les plus courts chemins. Alors là, on se dit, oulala, n carré plus court chemin, c'est une longueur n. Ça a commencé à être gros. Mais rappelez-vous que, exactement comme on l'a fait, par exemple, dans BFS, les plus courts chemins, il y en a aussi n. Mais on les a représentés en taille grand O de n. Ils sont aussi de longueur n. Donc on peut dire, ah oui, ça va faire n carré. Non, c'est qu'on a juste donné le prédécesseur sur le plus court chemin. Pour chaque sommet, je donne une façon. Pour chaque sommet V, je donne une façon de remonter à la source. Bon, ben là, la source, il y en a plein, c'est tout le monde la source. Donc pour chaque sommet V et chaque sommet U, je vais donner une façon de se rapprocher de U en partant de V. Donc c'est encore une matrice de paire, en fait, une matrice de prédécesseur. Au lieu que ce soit un tableau de prédécesseurs, comme dans BFS, à la fin on sortait un tableau de prédécesseurs qui représentait l'arbre de plus court chemin. Mais là, en fait, j'ai n tableaux, une matrice. Ça me fait n arbres de plus court chemin. Okay. Donc oui, c'est possible encore en taille n carré, je peux avoir à la fois la distance et le chemin représenté juste en disant mais il faut partir par là. Et puis après, je peux continuer d'aller voir, ah oui, quand je suis là, il faut partir par où? Ben, je vais voir le prédécesseur de l'autre. Okay. Jusqu'à ce que j'arrive à la destination qui m'intéressait. Ok, voilà pour le cadre. Donc W, vous avez compris, W là, ce qui s'appelle W dans la suite, c'est la matrice des poids. C'est la matrice où pour chaque arc, vous n'avez pas seulement est-ce qu'il y a un arc ou pas, mais le poids de cet arc. Il y en a qui sont à -2, il y en a qui sont à 3, c'est pas du tout symétrique. Et quoi? Par contre, il n'y a pas de cycle de poids négatifs. Seule hypothèse que je fais. Un exemple de quoi? Un exemple de quoi? Ah, ben un exemple de matrice de distance. Bon, ça, je pense que c'est assez clair pour vous maintenant à l'étape où on en est, d'accord? Vous pouvez vous amuser quand vous faites, vous repassez sur le cours, à construire la matrice 6 par 6 de toutes les distances entre tous les sommets. Alors, il y en a peut-être qui sont infinis, puisqu'il y a peut-être des sommets qui ne sont pas accessibles. Par exemple, je n'ai pas l'impression que 0 soit accessible depuis 4, puisque 0, il est accessible depuis personne. Donc, ça veut dire que dans la rangée indicée 0, par exemple, la distance de... Alors, pardon, ce ne sera pas là. La distance de 1 à 0, c'est plus l'infini. La distance de... Alors, pardon, ça, c'est 0. La distance de 0 à 0, c'est 0. La distance de 1 à 0... c'est plus l'infini. La distance de 2 à 0, c'est plus l'infini. Donc il y a quand même des infinis pour ceux qui ne sont pas accessibles dans cette matrice. Voilà. C'est ça qu'on cherche à sortir. Oui? Pourquoi de 0 à 0, c'est 0 alors qu'on n'a pas d'arc de 0 à 0? Parce que tu as toujours le chemin sans arrêt. On considère que U, c'est un chemin. UV, c'est un chemin qui a une arête. UVW, c'est un chemin qui a 2 arêtes. Mais U, c'est un chemin qui a 0 arête, qui va de U à U. Parce qu'il pourrait y avoir une arête de 0 à 0. Il pourrait, tu as raison. Non, il pourrait. Mais alors là, donc par convention, on dit qu'un seul sommet, c'est un chemin à 0 arête. Par convention, on inclut le chemin à 0 arête. Mais en fait, justement, le chemin U, s'il y avait un arc ici, une boucle, le chemin U et le chemin UU qui passe par cet arc, c'est pas le même. Ils n'ont pas la même longueur. Lui, il va avoir longueur 0. Lui, il va avoir longueur le poids de l'arc. Si c'est moins 2, il y aura moins 2. Lui. Okay. Donc c'est juste une convention. Voilà. Bon. Donc en fait, autant le dire de suite, il y a des zéros sur toute la diagonale. Et ailleurs, on met la distance. Donc par exemple, de 1 à 3, je pense que la distance, c'est 0. Pas sûr, non, parce qu'on peut faire moins 1, 1, moins 2. Donc c'est moins 2, en fait, la distance de 1 à 5. Donc la distance pour aller de 1 à 5, ici, la distance, ce sera moins 2. Voilà. Okay. Voilà comment est construite cette matrice. Et c'est ça qu'on cherche à calculer. Comment on va faire ça? On a dit, il y a 3 trucs de référence, mais surtout un, vu qu'on a des points négatifs, c'est le temps de Bellman-Ford. On le fait n fois depuis toutes les sources, et ça fait n fois sa complexité en grand O de nm, ça fait ça. Évidemment, nous, on ne veut pas faire ça, on veut faire mieux. On veut gagner un peu de temps, vu qu'on le fait entre toutes paires, on ne veut pas refaire tout à chaque fois depuis 0. L'algo, il s'appelle Flood-Warshall, et ce qu'on gagne, c'est que m devient n.
on va avoir n cube. Parfois, ça peut être gros, hein, de gagner m qui devient n, parce que m peut valoir n carré quand même. Donc, dans certains cas, ça peut faire gagner un facteur n. L'idée, elle est basée sur la programmation dynamique. Comme on s'est mis dans le cadre d'emblée où il n'y a pas de cycle négatif, les plus courts chemins sont tous simples. Donc, je fais de la programmation dynamique sur les chemins simples. D'accord ? Donc, je cherche le plus court chemin simple. Et c'est le plus court chemin parce qu'il n'y a pas de cycle de points négatifs. Alors, la programmation dynamique, la formule de récurrence, elle est là. Une fois qu'on l'a montrée, qu'on l'a comprise, c'est fini. Moi, si vous m'aviez dit je veux faire de la programmation dynamique sur des distances de distance, j'aurais dit ah ben oui, je vois arriver le truc quoi. Je vais calculer le truc à distance 1, le truc à distance 2, le truc à distance 3, le truc à distance 4. Je vais faire des itérations comme ça pour ajouter, pour augmenter les distances par rapport auxquelles je calcule correct, un peu comme ce qu'on a fait avant quoi. Ça marche, mais ça donne une complexité plus élevée. Là, la programmation dynamique, elle est plus rigolote. Elle est plus rigolote et quelque part, elle est plus fine. De là à dire que je comprends entièrement à quoi ça tient, que c'est mieux, c'est pas sûr. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer, de vous montrer. Vous allez le voir apparaître dans la programmation dynamique. Donc là, ce qu'on fait augmenter, c'est pas la distance. D'emblée, on peut considérer des choses à distance. Non, c'est même pas vrai. Je ne vais pas dire ça. J'allais dire des distances arbitraires, mais non, c'est pas vrai parce qu'on est sur des chemins simples et on limite les sommets par lesquels on a le droit de passer. Donc ce qu'on fait, c'est que la programmation dynamique, elle va se faire, la récurrence, elle va se faire sur, à chaque fois, à chaque étape, j'ajoute un nouveau sommet par lequel j'ai le droit de passer. Donc au premier round, j'ai le droit de passer par aucun sommet. Donc il n'y a que les chemins triviaux là qui restent sur place. Je peux aller de U à U, de V à V, c'est tout. À l'étape 1, ça c'était l'étape 0. À l'étape 1, j'ai le droit de passer par le premier sommet. Ici, il est indicé 0 dans mon truc. D'accord ? Donc je cherche si le premier sommet, il me fait gagner pour aller quelque part. Bon. Ensuite, j'ai le droit de passer par le premier et le deuxième sommet. Donc par 0 et 1. Ensuite, j'ai le droit de passer à l'étape d'après par 0, 1, 2. Ensuite, par 0, 1, 2, 3. Mais je n'ai pas le droit de passer par 4, je n'ai pas le droit de passer par 7. J'ai le droit de passer que par 0, 1, 2, 3 à cette étape. Et c'est sur ça que je fais la programmation dynamique. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de calculer ce machin-là pour tous les cas. Et ce qu'on veut, des cas, la distance limitée à k, c'est la longueur du plus court chemin simple et qui utilise que les sommets de numéros inférieurs ou égal à k. Un peu arbitraire, parce que pourquoi cela, mais j'utilise que les k premiers sommets. Et à chaque fois, je rajoute un sommet, une possibilité de plus pour faire des plus courts chemins, un sommet intermédiaire de plus que j'ai le droit d'utiliser. On va faire la formule de récurrence sur ça. Donc par convention, on va prendre le truc, c'est-à-dire que D0, si vous regardez cette notation, D de 0, c'est déjà celui, c'est pas celui auquel j'ai le droit de passer par personne, c'est celui pour lequel j'ai le droit de passer par tous les sommets dans l'intervalle 0,0, c'est-à-dire par 0. Donc D0, j'ai déjà le droit de passer par un sommet intermédiaire. Moi, je voudrais l'appeler d'une certaine façon celui où j'ai aucun sommet intermédiaire. Du coup, je l'appelle D de moins 1. Donc D de moins 1, c'est celui où j'ai personne qui est autorisé comme intermédiaire. Donc du coup, D de moins 1 de UV, ben, c'est exactement le point entre U et V. Si je n'ai pas le droit de passer par un sommet intermédiaire, ben, je vais directement de U à V pour tous ceux où il y a un arc. Plus ceux où je reste sur place. Et sinon, pour les autres, c'est l'infini. Donc l'initialisation, c'est comme ça. En fait, l'initialisation, c'est quoi ? D de moins 1, c'est égal à quoi ? Je prétends que ça, c'est la définition d'une matrice. Donc, D de moins 1, c'est une matrice. Hein. C'est une matrice. Dans D de moins 1 de UV, je viens de dire, à la case UV, il y a soit le poids de l'arc UV s'il y a un arc de UAV, et s'il n'y a pas d'arc de UAV, il y a marqué plus l'infini. Ça ne vous rappelle pas un truc, ça ? C'est exactement la définition de la matrice des points, de la matrice W. Peut-être que je n'ai pas pris le temps de le dire, mais évidemment que dans la matrice W, ben, vous avez le poids
de UV à la case UV, donc vous avez le W de UV dans cette case-là, et puis dans les autres cases où il n'y a pas d'arc, vous mettez quoi? Vous n'allez pas mettre 0, sinon ça voudrait dire qu'il y a un arc de longueur 0. Donc vous mettez l'infini. C'est pas possible d'y aller. D'accord? Donc ça, D de moins 1, c'est exactement W. Donc c'est ça dont on part. Et nous, on va calculer d'abord D de 0. Maintenant, j'ai le droit de prendre un sommet intermédiaire, pas juste les chemins à un arc. J'ai le droit de faire un sommet intermédiaire sur le chemin, etc. Il faut qu'on trouve la formule de récurrence. Wow, la formule de récurrence, elle est facile. Parce que si vous savez quelle est la distance pour aller de U à V en ne passant que par les sommets de 0 à K-1. Okay, moi, je vous la donne. C'est ça qu'on a calculé jusqu'à maintenant. Je vous donne la distance pour aller de U à V pour tous les UV. Je vous donne la distance pour aller en utilisant comme sommet intermédiaire que ceux numérotés de 0 à K-1. Maintenant, je voudrais savoir, et si je m'autorise en plus le nouveau sommet K, d'accord? J'ai le droit aussi d'utiliser K. Comment calculer la distance qui a le droit d'utiliser K? Ben, c'est pas dur parce que K, je fais une disjonction de K. Soit il sert à quelque chose, soit il sert à rien. Donc je regarde la distance en utilisant 0K-1, mais sans utiliser K, en utilisant que 0K-1. Ok, ça me donne un chiffre. Maintenant, je regarde, je dis, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser K? Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vu que je m'intéresse qu'au chemin simple, si j'utilise K, il n'y est qu'une fois sur le chemin. Ok? Donc moi, je vais aller de U à V, je me demande si ça vaut le coup de passer par K. Si je passe par K, j'y passe qu'une fois. Donc je vais regarder la distance de U à K. Ben, du coup, de U à K, vu qu'il n'y a pas le sommet K, j'utilise que les sommets intermédiaires 0 à K-1. Et pareil ici, de K à V, j'utilise que de 0 à K-1, puisque je me suis autorisé à utiliser que ça jusqu'à maintenant. Donc en fait, je regarde si d'aller à K en utilisant que les intermédiaires jusqu'à K-1, et puis ensuite d'aller de K à V, toujours avec ces mêmes intermédiaires, est-ce que c'est plus court que d'aller directement de U à V sans utiliser K? Et je compare les deux. Donc je regarde, est-ce que c'est plus court de ne pas utiliser K ou d'utiliser K, c'est-à-dire de partir de U à K, plus aller de K à V? C'est juste ça, la formule de récurrence. Voilà, et on choisit le plus court des deux. Je garde le minimum entre les deux. C'est ce que je mets dans la distance UV où j'ai le droit de passer comme sommet intermédiaire de 0 à K. Je regarde si ça vaut le coup de passer par K. Okay. Est-ce que la formule de récurrence, vous êtes OK avec ça? Parce que l'algo il est fini une fois qu'on a la formule de récurrence. L'algo, c'est écrire une boucle qui applique la formule de récurrence. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voulez que je le refasse une fois? Avec plus de stylos, moins de stylos, en parlant moins, en parlant plus, moins fort, plus fort. Ou est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette formule de récurrence? Ouais? Sûr? OK. Je peux refaire une fois de plus les choses, hein. N'hésitez pas à demander. Même si vous comprenez. Ouais, une fois de plus? On le refait une fois de plus. Ça vaut toujours le coup de refaire une fois de plus. New page, keep background. Je vais faire une page after. Ouais. Donc, la formule de récurrence. Moi, maintenant, donc, je suppose que j'ai calculé jusqu'à... je sais déjà les distances si j'ai le droit d'utiliser les sommets intermédiaires de 0 à K-1. Donc ça, je connais les distances. En utilisant que ça, je connais les distances entre tous les couples UV. Okay, je connais tout. Bon, maintenant, pour un couple UV donné, je suis en train de me poser la question, maintenant, si j'ai le droit, en plus de ça, d'utiliser K, est-ce que ça va me raccourcir la distance que je connaissais jusqu'à maintenant de U à V, qui, moi, n'utilisait que les sommets de 0 à K-1. Maintenant, j'ai le droit d'utiliser K. Ben, en fait, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer par K? Donc, je regarde, si ça vaut le coup, si le chemin plus court qui utilise 0 jusqu'à K, il utilise vraiment K, bon, mais c'est qu'il passe par K. Donc c'est que je vais regarder les chemins qui passent par K, quelle est la longueur, voilà c'est ça, on va le dire comme ça. Quelle est la longueur du plus court chemin de U à V qui passe forcément par K? Là c'est vraiment Google Maps. Ajouter une gare intermédiaire, une station, un passage intermédiaire.
Donc je regarde le plus court chemin qui passe par K. Bon, déjà il y passe qu'une fois parce que depuis le début j'ai dit que moi j'allais faire que des chemins simples. Tout ce que je calcule c'est les distances en chemin simple. Donc la distance du plus court chemin qui passe par K, ben, c'est la distance de le plus court pour aller à K et le plus court pour aller de K à V. Voilà. Et du coup le plus court pour aller à K, moi je m'autorise que les sommets de 0 à K. Et je sais que je ne dois pas répéter K. Donc en fait, j'utilise que les sommets intermédiaires de 0 à K-1. Donc c'est ce que j'ai fait juste avant, ça tombe bien. Voilà. Donc je me pose juste la question, est-ce que ça vaut le coup de passer par K, nouvelle gare intermédiaire que j'ai le droit d'utiliser? Avant, je n'avais pas le droit, donc ça, le chemin était bloqué là. Okay. Maintenant, j'ai le droit. Donc je compare. La distance, ce machin-là, la distance passée ici, c'est L. La distance de passer ici, c'est L. Et la distance de passer là, c'est L. Donc la distance de passer tout le long du chemin en passant par K, c'est ça. Et du coup, là, mon minimum, on ne voit plus rien du tout, mais il y a une virgule ici. Le minimum, c'est le minimum entre le truc bleu et le truc orange. Je dis, voilà, le plus court pour aller de U à V, si j'ai le droit d'utiliser aussi K, c'est le plus court entre ne pas utiliser K et l'utiliser. Ok ? Un peu mieux? Bien. Bon, voilà. Sinon, reprenez-le à tête reposée. J'espère que l'enregistrement va marcher. Avec l'enregistrement aussi, ça peut aider. Donc, si on a la formule de récurrence, l'algo, il est fini en fait. Évidemment, il faut l'écrire. Évidemment, c'est pas beau. Mais en fait, c'est bête à pleurer. Regardez ce qu'il y a dedans. Ça, c'est l'initialisation. C'est dire que D-1, c'est la matrice des poids. Ok ? Ensuite, ben, j'attaque, je fais les. Alors, donc, le truc, c'est qu'en fait, des matrices, je vais en calculer plein. Au départ, je pars avec D-1, je vais pas écrire dessus. Je vais écrire sur une nouvelle matrice D0, puis une nouvelle matrice D1, puis une nouvelle matrice D2, etc. Donc, à chaque fois, je refais une matrice. Je les copie, les matrices, ok ? C'est un peu bourrin. Surtout qu'en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, on ne regarde que la dernière. Donc, je pourrais en garder, plutôt que toutes les garder, je pourrais en garder 2 successives. Celle que je suis en train de calculer et celle d'avant. Parce qu'en fait, je ne remonte pas plus loin dans mon calcul. Ok, donc je fais ça. Donc, pour K, là, je vais calculer des K. Et donc, des K, si je connais des K-1, eh bien, on a donné la formule de récurrence. C'est que dans des K, je dois mettre le min de ce machin-là. C'est la formule de récurrence, ça. Et ça, c'est valable pour tous les V. Donc moi, je fais une boucle sur U et sur V. Pour tous les cas, je passe sur tous les couples UV. C'est bourrin, mais ça marche. Donc j'ai besoin de faire que n-1 fois parce que, justement, je sais bien que les plus courts chemins simples, ils vont avoir longueur au plus n-1. Enfin, non, pardon, n'importe quoi. J'ai besoin de faire que n-1 fois parce qu'à la fin, là, quand j'ai terminé, je me retrouve avec la matrice dn-1. Et ça, c'est exactement ce que je veux. Parce que ça, par définition, c'est les plus courts chemins de U à V qui n'ont le droit d'utiliser que, comme sommet intermédiaire, 0 à n-1. C'est-à-dire tout le monde. Parce que 0 à n-1, c'est tous les sommets. Donc ça, en fait, c'est la matrice des distances sans contrainte. À chaque fois, moi, je mets une contrainte. C'est j'ai le droit de passer que par ces sommets-là. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. La dernière, c'est la matrice sans contrainte. J'ai le droit de passer par où je veux. Donc voilà pourquoi, quand je tombe sur dn-1, je suis content. Voilà pourquoi je fais pour k qui va jusqu'à n-1. Et donc dans une itération, je fais pour tous les couples. Donc c'est bien bourrin, ça fait du n cube. Il n'y a pas à se casser la tête pour analyser la complexité. C'est n fois cette boucle, c'est n fois celle-là et n fois celle-là. Elles sont toutes imbriquées, ça fait n cube. Ok ? Et pourquoi c'est valide ? Parce que la formule de récurrence, elle est valide. Donc là, on vient de passer 5 minutes à discuter est-ce qu'elle est valide. Une fois qu'elle est valide, c'est terminé, je l'applique. Ok, c'est tout. Ok, donc en fait, il n'y a pas d'algo, il y a juste une formule de récurrence. C'est souvent comme ça que la programmation dynamique. Okay. Super, on a la distance, mais on n'a pas fait l'arbre les plus courts chemins. Je n'ai pas gardé le prédécesseur. Comment est-ce que je fais pour garder le prédécesseur ? C'est le même algo là. J'ai écrit exactement la même chose en police plus petite pour avoir la place de rajouter une disjonction de cas. Au lieu de faire bêtement la formule de récurrence, de dire je prends le min entre les deux, je regarde qui donne le min. D'accord ?
Je regarde qui donne le min. Donc moi, je suis en train de calculer, je suis en train de décider si pour aller de U à V, il vaut mieux y aller direct ou il vaut mieux passer par K. Ok. Et du coup, quand je vais donner le prédécesseur de V, ben, si j'ai trouvé que c'était plus court d'y aller direct, je vais donner le prédécesseur sur ce chemin-là. Donc le prédécesseur que j'ai calculé à l'étape d'avant, pi de K-1. Okay. Et si je trouve qu'en fait c'est plus court de passer par là, le prédécesseur, c'est le prédécesseur sur le chemin qui vient de K. Donc et voilà, c'est mal écrit. Le seul truc qui est important à changer, j'ai pas changé. Ah non, pardon, non, c'est que j'ai fait la disjonction dans l'autre sens. Autant pour moi. J'ai dit si c'est plus court de passer par K, alors, donc là c'est le cas où je passe par K. Ok, le prédécesseur, c'est celui sur le chemin qui vient de K à V. Et sinon, là, c'est je passe pas par K. Passe pas par K. Ok. Passe pas ou passe. Et dans ce cas-là, si je passe pas par K, le prédécesseur, c'est le prédécesseur qui vient sur le chemin qui vient de U. Ok. Donc c'est juste ça. C'est très simple de garder le prédécesseur. Et du coup, voilà, ça fait le job. Ça donne un prédécesseur sur un plus court chemin pour tout le monde, à toutes les étapes. Voilà. Exemple d'exécution de Floyd-Warshall. Non, je ne vais pas le faire. Preuve que l'algorithme est correct parce que la formule de récurrence, elle est correcte. Voilà. Et que dn-1, c'est le problème contraint avec aucune contrainte. D indice K, c'est le problème contraint à passer que par les K premiers. Dn-1, c'est passer par tout le monde. Donc voilà pourquoi ça marche à la fin. Et du coup, pareil, on vient de faire l'explication de pourquoi c'est valide pour le parent. La complexité de l'algorithme n-cube, c'est vraiment très simple parce que c'est 3 boucles impliquées et les 3 boucles, il n'y a pas suspense, c'est 3 boucles pour. Il y a marqué là combien de fois elle s'exécute, celle-là n fois, celle-là n fois, celle-là n fois. Ça fait n fois n fois n cube. Very good. Et je termine juste alors sur un truc à savoir, cette partie-là. Donc là, on vient de faire pour toute paire. Hein. Là, je suis sur le problème toute paire. Il faut peut-être le préciser quand même. Sur le problème toute paire, je viens de faire un algo en n cube. On avait aussi, si on a de la chance, parce que je viens de faire un algo en n cube parce qu'il y a des points négatifs. Et on a vu juste avant que les points négatifs, c'est pas anodin. Ça coûte cher au niveau algorithmique. D'accord ? S'il n'y avait pas de points négatifs, je ferais un truc plus simple. Je ferais n fois Dijkstra. D'accord ? N fois Dijkstra, ça me coûte ça. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est mieux. Bien sûr que s'il y a pas de points négatifs, la complexité, elle est un peu meilleure, même pas mal meilleure. Je passe de n carré à m. Eh bien, en fait, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que... attendez. J'ai oublié de vous dire un truc. C'est que... Non, c'est bon, j'ai rien oublié de vous dire. Ce que je veux simplement que vous sachiez, c'est qu'en fait, on peut atteindre la belle complexité des poids positifs, on peut l'atteindre aussi pour les poids négatifs s'il n'y a pas de cycle négatif. D'accord ? Il y a un algo qui a exactement, il s'appelle Johnson, l'algo, il a exactement la même complexité que n fois Dijkstra. Il ne fait pas du tout n fois Dijkstra, mais il a exactement la même complexité. Et il y a un truc qui me plaît dans cet algo, que je ne vais pas vous présenter, c'est qu'il implémente exactement l'idée qu'on a failli avoir ensemble tout à l'heure, qui a failli être génial, c'est de dire, points négatifs, je les enlève en rajoutant des trucs sur tous les arcs.
Donc ce qui ne marchait pas, nous, c'était qu'on avait rajouté la même chose sur tous les arcs. Et qu'il y avait des chemins qui utilisaient un nombre d'arcs différent, donc ça distordait les distances. Mais là, il fait ça, mais du coup, forcément, il ne peut pas rajouter la même chose sur tous les arcs, sinon ça ne marche pas, pour plein de graphes. Il fait un truc plus subtil, il rajoute un truc différent à tous les arcs, mais quand même de sorte que sur chaque arc, ça soit suffisant pour le rendre positif, et que, il fait attention, que ça ne distorde pas les distances. C'est-à-dire, on peut prouver qu'en faisant ça, en rajoutant des arcs, des poids adaptés à chaque arc, on peut le faire de telle sorte qu'il n'y a aucun chemin qui s'inverse en longueur. Il n'y en a pas un qui était plus long qui va devenir plus court. Voilà, on peut faire ça. Okay. Et ce qui est assez sympa, c'est que la repondération, là, pour avoir des poids positifs, elle utilise Bellman-Ford. Elle fait l'algo de Bellman-Ford sur le graphe, en gros, et avec le résultat, elle arrive à dire de combien il faut repondérer, de combien il faut augmenter chaque arc. Donc ça, je trouve que c'est assez élégant pour le présenter, c'est que finalement, l'idée, il faut la faire de façon plus subtile, mais au fond, elle finit par marcher. Donc avec Bellman-Ford, on peut calculer une repondération pour que tout le monde soit positif et que ça ne perturbe pas les plus courts chemins. Et une fois qu'on a ça, n fois Dijkstra. Donc voilà pourquoi la complexité, elle est comme Dijkstra. C'est parce que d'abord, donc en fait ce que je dis au début c'était pas vrai, il fait vraiment n fois Dijkstra, mais d'abord il prend soin de repondérer pour que tout soit positif. Donc il fait une fois Bellman-Ford, et puis après il fait n fois Dijkstra. Et ça fait bien ça, la même complexité que Dijkstra. Donc on peut avoir, grâce à l'algo de Johnson, la même complexité que Dijkstra en incluant des points négatifs. En supposant évidemment qu'il n'y a pas de cycle de points négatifs par contre. Eh bien moi je compte m'en tenir là pour cette partie du cours. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant qu'on prenne la pause? Alors là on va dire questions sur tous les plus courts chemins. Sur ce qu'on vient de présenter, sur ce qu'on a présenté la dernière fois, le CM, le TD, des choses sur lesquelles vous voulez revenir qui n'ont pas été claires, une notion, une preuve, ce que vous voulez. Là, c'est fini les plus courts chemins. Pas de choses qui vous embêtent là-dedans? Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que c'était inintéressant de reprendre les plus courts chemins? Parce que je sais quand même qu'il y en a beaucoup qui ont vu ça dans les années d'avant. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que les années d'après, je ne devrais pas faire ça? Ah non, c'était vraiment... C'était bien? Est-ce qu'il y en a qui pensent que on aurait pu s'en passer franchement? Non, absolument pas. Non? Ok. C'est vraiment une redécouverte. Ok. Alors, à la fois, je suis content. À la fois, ça m'embête un peu. J'avais prévu un peu de raccourcir pour l'année prochaine. Par exemple, j'avais envie de BFS, que vous connaissez bien, BFS. La preuve, finalement, bon, déjà, je me suis pris les pieds dans le tapis dedans, et puis elle n'est pas très informative, pas très élégante. Est-ce que si j'enlève BFS, est-ce que c'est dommage? Non, je peux enlever BFS. On garde que Dijkstra, Bellman-Ford et machin pour les années d'après, pour vos camarades. BFS? Bon, moi, j'ai vu BFS. Mais vous l'aviez déjà vu ou pas? Qui n'avait jamais vu BFS? Alors, on l'avait vu. Ok. Mais ça, c'est vu, ça. C'est ça, il y avait ça aussi le problème. Même vu passer dans une voiture, ça compte pour moi. Ah, ok, alors oui. D'accord. Ok, ça, on Donc tout le monde avait entendu le nom parcours en largeur. Au moins ça. Pas que pour BFS. Mais BFS, c'est le parcours en largeur. D'accord. Ouais, c'est la même chose. Bon, alors, oui. Ah oui, d'accord, tu n'avais pas entendu le nom BFS, mais oui, d'accord, c'est le parcours en largeur. Voilà. Donc tout le monde avait entendu. Ok. Bon, mais je vais voir. Ça marche. Eh bien, on fait la pause, 15 minutes. Et là, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi avec l'enregistrement. Fini.